Bonjour à tous, bienvenue dans ce live Datura, un colloque organisé par Arvalis et l'Unilet. Nous allons être ensemble pendant 2 heures et pour faire le tour de la question du Datura et comprendre un peu mieux comment fonctionne cette plante invasive qui se retrouve désormais dans des cultures céréalières, dans des productions maraîchères ou même en prairie. Alors pour faire un tour complet du sujet, nous allons détailler nous allons avoir 3 grands chapitres. Le premier va être plutôt consacré à la toxicité, à la législation liée à l'utilisation au seuil de molécules qu'il faut retrouver dans les productions. Ensuite, on va s'intéresser aux moyens de lutte. Et enfin, en troisième partie, on fera une sorte de tour de plaine des filières. Pour commencer, nous allons faire un petit voyage dans le temps et l'histoire. Nous sommes allés rencontrer Marc Delos, qui est un expert de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui nous raconte un peu l'histoire du Datura. Regardez. L'hypothèse la plus vraisemblable attribue à l'Amérique centrale, à l'Amérique précolombienne, la culture du datura qui par les chamans, par les sorciers de la plante pour ses propriétés psychotropes. Elle a été ramenée en Europe au cours du XVIe, XVIIe siècle. Cette plante est attestée dans le milieu naturel en 1785. Mais sur tout le XIXe siècle, elle ne pose pas de problème, elle n'envahit pas les cultures parce que le désherbage manuel ou le désherbage mécanique parviennent parfaitement à la maîtriser. Ce n'est que sur l'époque moderne que les premiers problèmes sont apparus. Initialement, l'utilisation des herbicides a pris le relais, mais au fur et à mesure de la complexification de la réglementation, le sarrasin, par exemple, n'a plus pu être désherbé vis-à-vis du datura. Le cas le plus emblématique, c'est la découverte d'un effet du datura dans les tourteaux de tournesol sur les chevaux de course qui était testé positif à l'atropine. C'est tout simplement le datura présent dans l'alimentation qui donnait ces incidents qui entraînaient la disqualification de l'animal. Alors le maïs et le datura, c'est un cas assez intéressant parce que c'est un phénomène relativement récent. On doit à l'interdiction de l'atrazine en 2003-2004 l'émergence du datura dans le maïs et surtout son développement. Cet herbicide résiduaire à longue durée d'action permettait de gérer cette plante dont les graines restent longtemps dans le sol capables de germer et dont la germination est échelonnée dans l'année. L'autorisation de l'atrazine n'était pas possible en raison de sa capacité à passer dans les eaux et contaminer les eaux souterraines notamment. Donc le datura est une mauvaise herbe, une plante de la famille des solanacées, donc une plantule vigoureuse quand même, plutôt déjà de taille raisonnable. On voit bien là les cotylédons très lancéolés avec une nervure centrale et ensuite les premières feuilles qui sont relativement simples et qui vont se découper au fur et à mesure que la plante va grandir. Autre caractéristique qui permet aussi éventuellement de ne pas la confondre dans une première approche avec une plantule comme celle de la lambourde, c'est de froisser la feuille et de sentir. Et il y a une odeur quand même qui est assez marquée, que la plupart des gens trouvent très désagréable. Donc ça fait aussi partie de la caractéristique du datura. Ensuite, la plante va se développer, va former des fleurs blanches qui sont assez jolies, on dirait des fleurs en forme de corolle qui restent ouvertes très peu longtemps. Et derrière, une sorte de bog qui sont les fruits en fait, qui contiennent chacun plusieurs centaines de graines. Une des caractéristiques du datura, c'est que c'est une plante qui est capable de lever de manière très échelonnée. Donc c'est pas parce qu'on a géré les premières levées dans la culture qu'on n'aura pas ensuite des levées qui viendront ultérieurement. D'autre part, c'est une plante qui est capable de repiquer très facilement, donc que ce soit après un passage de bineuse ou un arrachage manuel, ce qui fait qu'il est assez important quand on fait des arrachages manuels de sortir les plantes de la parcelle. Autre caractéristique du datura, c'est sa forte production en graines, c'est-à-dire qu'un pied de datura qui va passer, c'est potentiellement un grand nombre de graines qui retournera au sol. Et ces graines sont capables de germer à des profondeurs importantes, ce qui fait que même l'enfouissement par le labour ne permet pas d'inhiber complètement les germinations de datura.
Eh bien, pour attaquer ce premier chapitre sur toxicité, législation, agronomie, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Nathalie Primenko. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Vous êtes de l'école maître de conférence à l'École nationale de vétérinaire de Toulouse. Très bien. Et je suis assis avec Aude Carrera. Bonjour. Bonjour. On reviendra vers vous un petit peu plus tard, Aude, puisque vous avez établi une étude sur l'occurrence du datura et voir un petit peu ce qu'il en est sur le territoire métropolitain. Pour l'instant, on va s'intéresser à la toxicité. Alors, on a entendu dans la vidéo qu'il y avait eu un cheval qui avait été contrôlé positif à l'atropine. Est-ce que c'est vraiment aussi dangereux que ça, le datura ? C'est différent entre un contrôle antidopage et une vraie toxicité. En fait, un contrôle antidopage, ça détecte des substances qui permettent au cheval éventuellement d'aller plus vite dans une course, donc c'est tricher pour la course. Après, en ce qui concerne la toxicité, c'est beaucoup plus important, puisque oui, en effet, il y a des cas assez importants et de plus en plus chez les animaux domestiques. Alors, est-ce que vous pourriez déjà nous dire quelles sont les molécules toxiques qui sont présentes dans le datura ? Alors essentiellement, c'est l'atropine et son isomère optique, et puis la scopolamine, qui sont présents dans toute la plante, et surtout dans les parties vertes lorsqu'elles sont jeunes, et dans les graines, surtout quand elles sont à maturité. Donc toutes les plantes, c'est-à-dire la tige, les feuilles, la sève, tout est toxique. Tout. Ok. Quelle est la législation à ce jour sur la présence, les seuils de présence de ces toxiques dans l'alimentation ? Chez l'homme, vous aurez par la suite une présentation qui vous expliquera que jusqu'à présent, il n'y avait pas tellement de législation à part dans le baby-food. Chez l'animal, c'est une plante qui pose problème depuis longtemps et qui, dans la législation, ne devait pas exister ni dans les matières premières ni dans les aliments composés. C'était une graine indésirable, donc la législation des substances indésirables, depuis 1989, et puis qui est toujours en application, par une directive maintenant européenne 2002-32. Okay. Quels sont les effets en fait, de ces molécules sur l'homme ? Alors les effets, je vais le faire en même temps parce que sur l'homme et l'animal, c'est strictement la même chose. C'est les circonstances bien sûr qui sont différentes. Donc les alcaloïdes se fixent sur des récepteurs qui vont gêner le fonctionnement du système nerveux central, d'où des propriétés hallucinogènes et autres, et le système nerveux périphérique en s'opposant à l'action du parasympathique, du système nerveux parasympathique. Donc l'effet, ça va être le ralentissement, à part les symptômes liés au système nerveux central, on en parlera, un ralentissement des fonctions de sécrétion, donc une bouche très sèche, un œil très sec, le transit digestif s'arrête, les personnes ne peuvent plus uriner non plus, et puis paradoxalement sur le cœur, c'est l'inverse, on a une augmentation terrible du rythme cardiaque, une augmentation de la pression artérielle et une augmentation de la respiration, voire une difficulté à la respiration. Et ce qui est caractéristique aussi, c'est une dilatation intense des pupilles qu'on appelle une mydriase. Et une dilatation égale ou parfois Alors parfois égale, parfois inégale, et c'est chez l'homme et chez l'animal parfois, on peut justement confirmer qu'il s'agit d'une intoxication, non pas au datura, mais avec ce type de toxique, en mettant du collyre, et cette mydriase ne disparaît pas. Sinon, il y a l'anoscorie, c'est ça ? L'anisocorie. L'anisocorie. Voilà. Donc soit les deux pupilles sont complètement dilatées, soit il y en a une qui est dilatée et l'autre beaucoup moins. Alors, il y a une législation dans l'alimentation animale, mais est-ce qu'on connaît les seuils de toxicité Alors, l'approximation qui est faite aujourd'hui chez l'animal, c'est d'interdire toute la consommation de matières premières ou d'aliments composés qui contient plus de 1 ppm de datura. C'est-à-dire 1 mg par kilo de datura. Et c'est facile à trouver, 1 mg par kilo ? Oui, c'est assez facile de trouver 1 mg par kilo. Et ça arrive, donc ces matières premières sont inaptes à la vente. Ok, et comment on les analyse ? Il y a des moyens simples ? Alors, si vous voulez
donc voir quelle est la quantité de graines dans une matière première, oui, il y a des moyens. Il faut séparer les graines de datura des autres graines ou des céréales. Et il faut peser. Après, c'est pas simple, c'est long. Enfin, c'est relativement simple, mais c'est très long. Okay. Est-ce qu'on connaît un traitement pour soigner en cas d'ingestion ces molécules? Alors, on peut traiter de manière générale, c'est-à-dire qu'on peut déjà essayer d'éliminer le toxique. Si c'est des animaux qui l'ont consommé, il faut essayer d'évacuer ce qu'ils ont consommé, ce qui n'est pas évident quand c'est un ruminant. Ensuite, on peut empêcher l'absorption en donnant du charbon, faire un traitement symptomatique. Et il y a un antidote spécifique chez l'homme qui s'appelle la physostigmine, qui doit être administré très lentement. Mais ça n'est pas disponible pour un vétérinaire puisque c'est un médicament exclusivement à l'usage hospitalier. Et est-ce qu'il y a des moyens d'inactiver ces molécules dans l'alimentation animale? Ah, pas du tout. Et surtout, il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est si on a récolté par exemple du maïs qui contient beaucoup de graines natura, il ne faut surtout pas broyer les graines parce que si on a broyé les graines de datura, on augmente de manière au moins de 3 fois leur toxicité. Alors, au moment de la préparation, on a l'habitude de dire qu'il faut arracher les datura et les brûler. Et vous déconseillez de les brûler. Vous pouvez nous dire pourquoi? Ah oui, parce que ça relie un des cas d'intoxication qu'on a chez l'homme, puisque le datura est utilisé comme stupéfiant, soit à des fins récréatives en Occident. Maintenant, on le brûle pour avoir des sensations, voire des hallucinations, des choses comme ça. Ou alors c'était utilisé dans les cérémonies chamaniques en Amérique du Sud en particulier. Et donc, si on fait brûler du datura, lorsqu'il est sec, on n'a pas vraiment d'autres solutions, eh bien, il va falloir le faire en extérieur et s'éloigner très fortement du feu réalisé. Et alors, si on ne brûle pas les plantes, est-ce qu'on peut compter sur une dégradation naturelle des alcaloïdes? A priori, ça n'est pas spécifiquement étudié, mais les cas cliniques nous montrent que les alcaloïdes restent présents dans les graines au cours du temps. Que le fait de cuire, par exemple, lorsqu'on a une galette de sarrasin chez l'homme et qu'il y a dedans des fragments de graines, ça ne change rien. Que les broyer, ça augmente la toxicité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et quand les plantes sèchent, la toxicité est maintenue aussi? Oui, elle est maintenue et elle est maintenue fort longtemps. Alors, est-ce que ça a un impact, vous, en tant que vétérinaire, est-ce que vous voyez si ça a un impact sur les élevages? Est-ce que ça demande une organisation, un mode opérationnel un peu... Alors le problème augmente au cours du temps. Ouais. Il y a 2 types de problèmes. Soit on a des animaux en pâture, auquel cas il est rare que les animaux consomment spontanément le datura en verre. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Et le plus gros danger, bien sûr, c'est quand la plante devient mature, qu'elle sèche. En fait, le fruit tombe et laisse tomber les graines par terre. Et les animaux s'intoxiquent en broutant autour à ras, donc surtout les chevaux et les moutons. Et puis en ce qui concerne des animaux qui ne seraient pas donc en pâture, on peut avoir un problème surtout avec l'ensilage de maïs, qui est quand même un aliment extrêmement répandu chez les vaches et surtout les vaches laitières. Et puis après, toutes les sources qui contiennent du maïs, mais pas que. On a aussi eu des cas d'intoxication avec des tourteaux de soja, donc importés, des tourteaux de lin, importés aussi d'Afrique du Sud. Merci beaucoup Nathalie. On va s'intéresser maintenant à la législation. Vous l'avez dit, il y a une législation pour l'alimentation animale, mais il n'y en a pas encore pour l'alimentation humaine, hormis le baby-food. Nous sommes allés rencontrer Béatrice Orlando qui nous détaille les prochaines étapes et les prochains seuils auxquels vous allez devoir vous conformer. Regardez. Le datura est un danger pour les consommateurs, que ce soit les hommes ou les animaux, parce qu'il contient des molécules qui s'appellent les alcaloïdes tropaniques. C'est une grande famille de contaminants, il en existe des formes très diverses, mais les 2 principales présentes dans le datura, ce sont l'atropine et la scopolamine. Et ce sont des molécules qui sont toxiques. Une première étape indispensable, ça va être caractériser cette dangerosité. Donc ça, c'est un travail qui est conduit par des toxicologues. Et donc l'objectif va être de déterminer
si le niveau d'exposition du consommateur à un contaminant donné est susceptible d'entraîner ou pas un problème de santé. Les toxicologues, quand ils travaillent sur ces questions-là, déterminent 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est la dose journalière tolérable, en abrégé DJT. Et cette dose journalière tolérable, elle permet de garantir qu'il n'y a pas de problème de toxicité chronique. Donc chronique, on entend par là pendant toute la vie d'un consommateur, que ce soit un homme ou un animal. Donc ça va être la quantité d'une substance qu'un individu peut ingérer pendant tous les jours de sa vie sans générer de problème sur sa santé. Et le deuxième, ça va être l'ARFD, donc c'est Acute Reference Value en anglais, qui est établi dans le cas d'une toxicité aiguë qui va être consécutif à l'ingestion de ce contaminant durant les quelques heures, voire une journée après l'ingestion. Dans le cas des alcaloïdes tropaniques présents dans le datura, c'est vraiment un problème de toxicité aiguë. Donc les toxicologues ont établi une ARFD à 0,016 microgrammes par kilo de poids corporel, c'est-à-dire par kilo d'être humain. Alors cette ARFD est une valeur qui est quand même très faible, qui démontre la dangerosité de ces alcaloïdes tropaniques. Une fois établie la dangerosité de ces contaminants, l'étape ultérieure va être de regarder l'exposition des consommateurs à ces contaminants. Donc, au niveau de la Commission européenne, il y a bien deux phases de travail. La première, elle est scientifique et elle est gérée par l'EFSA, qui est l'Autorité européenne de sécurité alimentaire et qui va, elle, fournir des avis scientifiques sur les risques encourus par les consommateurs. Et ces études prennent en compte les habitudes alimentaires des consommateurs et donc leur exposition à ces contaminants. Derrière, la Commission européenne, donc la DG Sanco, va elle décider ou non de mettre en place une réglementation afin de garantir la sécurité des consommateurs. Donc dans le cadre des alcaloïdes tropaniques du datura, dans son dernier avis, l'EFSA a conclu que certaines catégories de population pouvaient avoir des habitudes alimentaires qui conduisent à un dépassement de l'ARFD. Donc on met en place une réglementation pour garantir la sécurité sanitaire des consommateurs. Le projet de réglementation défini par la Commission européenne prévoit d'élargir la réglementation actuellement en place pour le baby-food, premièrement à l'ensemble de la chaîne alimentaire, de la matière première aux produits finis, mais également de l'élargir à un certain nombre de matrices, que ce soit le maïs, le millet, le sorgho, le sarrasin. Dans un premier temps, sur maïs grain, cette future réglementation, elle prévoit de teneur maximale réglementaire de 15 microgrammes par kilo sur la somme atropine et scopolamine. Pour le maïs popcorn, qui est une spécificité, la future réglementation serait à 5 microgrammes par kilo pour la somme atropine et scopolamine. Pour le millet et le sorgho, que ce soit en grains ou sur les produits transformés, cette future réglementation serait également à 5 microgrammes par kilo pour la somme atropine et scopolamine. Et enfin, pour le sarrasin, on aurait une future réglementation à 10 microgrammes par kilo pour la somme atropine et scopolamine. Cette réglementation, elle ne s'applique pas sortie champ, elle s'applique bien sortie silo en vue d'une première transformation. Donc c'est une condition d'accès au marché. Ce projet d'évolution réglementaire n'a pas encore été voté à ce jour, mais les textes actuellement en cours de discussion prévoient une mise en application pour la récolte 2022. Quand on parle d'alcaloïdes tropaniques, on va rechercher quelque chose de très petit, ce qui nécessite des méthodes spécifiques relativement performantes. Donc il existe des laboratoires au niveau national qui dosent ces molécules. Elles sont dosées essentiellement par la méthode HPLC MSMS. Donc ce sont des méthodes qui nécessitent un environnement de laboratoire et qui sont relativement coûteuses. Il n'existe pas de méthode rapide pour doser aujourd'hui ces alcaloïdes tropaniques. Nous avons conduit une étude sur des parcelles agriculteurs depuis la récolte 2017 qui nous a permis de déterminer qu'il y avait une bonne corrélation entre la teneur en graines de datura d'une part et la teneur en alcaloïdes tropaniques des lots de maïs d'autre part. Pour aller un petit peu plus loin, on a également déterminé dans cette étude qu'un gramme de graines de datura contenait en moyenne 4443 microgrammes d'alcaloïdes tropaniques et plus précisément, si l'on se remet à l'échelle d'une graine de datura, elle contient en moyenne, dans notre étude, 28 microgrammes d'alcaloïdes tropaniques.
Si l'on s'accorde maintenant à effectuer une traduction opérationnelle de la future réglementation, cela reviendrait dans le cas du maïs grain à rechercher une graine de datura dans 2 kg de maïs. Pour le sarrasin, cela reviendrait à chercher une graine de datura dans 3 kg de sarrasin. Et pour le cas du maïs popcorn, du millet, du sorgho, cela reviendrait à rechercher une graine de datura dans 6 kg de grains. Cette évolution réglementaire, elle intègre des limites maximales réglementaires qui varient entre 5 microgrammes par kilo et 15 microgrammes par kilo. Alors pourquoi ces différences? Elles ont pour objectif d'intégrer d'une part les difficultés des différentes filières à gérer cette future réglementation au champ, puisque c'est un vrai enjeu au champ, mais également de garantir la sécurité des consommateurs qui, en direct, peuvent manger et ingérer ces produits en quantité plus importante. Si je prends l'exemple d'une galette de sarrasin, le sarrasin est présent en quantité importante dans la galette, donc pour garantir la sécurité du consommateur, il nous faut un seuil réglementaire plus faible que pour du maïs grain dont le produit serait intégré dans un aliment composé en quantité plus faible. On a conduit un observatoire en partenariat avec France Agrimaire qui est une photographie de la collecte française, donc de ce qui rentre dans les silos depuis la récolte 2018. On voit qu'il y a des fortes disparités annuelles et régionales et que ça peut aller du 0% qui va dépasser la future réglementation à 61% qui va dépasser la future réglementation. Dans les résultats de cette étude, on parle bien de données sorties champ. Elles ne sont pas le reflet de ce qui est mis sur le marché. Et entre deux, il y a une étape très importante qui est longue et coûteuse, qui est celle du travail de nettoyage des lots par les organismes stockeurs, qui vise à rendre conformes les matières premières qui vont être mises sur le marché afin de garantir la sécurité sanitaire des consommateurs. Si l'on s'intéresse à la présence du datura sur le territoire national, tous les départements à 99% sont concernés par le datura. Donc présence dans le milieu naturel ne veut pas forcément dire présence en culture, mais en tout cas cela doit inciter à la vigilance pour éviter que le datura ne s'installe en culture. Carrera, je me tourne vers vous. On vient de voir Béatrice, votre collègue, dire que le datura était présent sur l'ensemble du territoire. Vous venez de mener une étude qui semble confirmer ce fait et vous avez essayé de savoir un petit peu plus comment se comportaient les agriculteurs face à ce problème. Alors, avant de voir les résultats de l'étude, est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu le cadre de l'étude et les objectifs que vous aviez cherché à atteindre ? Oui, donc on a lancé cette étude cet automne. Donc c'est une enquête à laquelle ont répondu près de 2000 producteurs. D'ailleurs, je remercie tous les partenaires qui nous ont aidés à la diffuser vers le plus grand nombre. Et donc l'idée, c'était de mieux cerner la problématique du datura dans la filière maïs, plus précisément. Et donc là, sur la carte que vous venez d'afficher, on voit le nombre de réponses où les gens ont manifesté un problème de gestion de datura dans leur culture. Donc on voit effectivement que tout le territoire français est touché, mais certaines zones concentrent le problème. Donc historiquement, on sait que le sud-ouest est très touché et cela se confirme sur la carte que vous voyez. Mais on voit que le problème est aussi présent sur toute la façade ouest jusqu'à la Bretagne. On voit aussi des cas assez importants sur la partie Rhône-Alpes. Et donc moi, ça m'a un petit peu plus étonnée sur le nord de la France, sans doute qui peut s'expliquer par la présence de pommes de terre en rotation avec le maïs, qui sont des rotations assez favorables à son développement. Alors, vous avez demandé également aux agriculteurs si c'était une problématique récente. Est-ce qu'on peut établir un historique de ce problème ? Oui, effectivement, on leur a posé la question de savoir depuis quand ils avaient perçu la présence de datura dans leur exploitation. Donc on voit qu'il y a quand même un quart des gens qui ont répondu qui disent que le datura est présent chez eux depuis plus de 10 ans. Et ce pourcentage-là de datura historiquement présent monte dans les régions où il y a le plus de problèmes, comme le sud-ouest. On est à près de 40% de parcelles touchées, d'exploitations touchées depuis plus de 10 ans si on se concentre dans le sud-ouest. Et puis après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'infestations récentes, 28%, de moins de 3 ans, ce qui montre que le problème continue à s'étendre dans de nouvelles parcelles et de nouveaux territoires. Et est-ce que vous savez quelles sont les cultures qui sont principalement touchées ?
Oui, donc on leur a proposé de nous dire à la fois les cultures pour lesquelles ils avaient des problèmes de gestion et les cultures où le datura était présent mais où on n'avait pas de problème de gestion. Donc pour les cultures à problème, le maïs est la culture la plus citée et on retrouve toutes les cultures printanières, hein, tournesol, les cultures légumières. Et puis aussi derrière le soja, et puis on les a laissés libres de nous citer les autres cultures pour lesquelles ils avaient des problèmes. Et beaucoup de filières ont été citées. Donc soja, pommes de terre, même les plantes à parfum, les plantes aromatiques, la vigne, enfin la liste est très très longue. Par contre, ils ont aussi pu évoquer que certaines cultures posaient moins de problèmes. On n'est pas étonné de voir que les céréales à paille, avec des périodes de semis moins propices, et toutes les cultures d'hiver se manifestent avec moins de problèmes de gestion de datura. Mais on peut aussi voir que le maïs, pour 30% des gens qui ont répondu, ce n'est pas un problème de gérer le datura dans le maïs. Et ça, c'était un peu plus étonnant. Ok. Ensuite, vous avez cherché à comprendre quels étaient les facteurs qui pouvaient jouer sur la présence du datura. Quelle perception pouvaient en avoir les agriculteurs? Oui, alors l'enquête pose beaucoup de questions sur l'itinéraire en culture et l'itinéraire sur le maïs et aussi des renseignements sur l'exploitation. Donc pour l'instant, on n'a pas encore analysé tous ces facteurs. Hein, l'étude est en cours de dépouillement. Mais là, on vous montre en fait l'historique d'infestation par le datura pour à gauche tous ceux qui ont répondu et à droite uniquement ceux qui sont préoccupés par le datura. Donc on voit que l'ancienneté... plus on a du datura depuis longtemps et plus on est préoccupé. Hein. On voit que finalement on finit par avoir du mal à gérer le datura au cours des années si on ne l'a pas maintenu et contenu dès le départ. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que près d'un quart des répondants qui sont préoccupés par le datura dans leur culture ont des infestations récentes, hein, ce qui montre d'un côté qu'ils sont bien préoccupés par le problème et qu'ils ont bien perçu que c'était un problème, mais qui montre aussi que le datura se développe très vite dans les exploitations et peut vite devenir invasif et constituer un vrai problème de gestion. Alors ensuite, vous avez posé la question pour savoir si la rotation pouvait expliquer la présence du datura. Et là, les réponses sont assez surprenantes. Alors oui, la rotation, c'est un levier prophylactique bien connu pour gérer les adventices, en fait, en alternant des périodes de semis, et dans le cas du datura, en introduisant des cultures d'hiver avec des périodes de semis moins favorables pour diminuer la pression datura. Et donc, on pensait qu'effectivement, ce facteur-là ressortirait plus fortement, et ce n'est pas le cas. Vous avez en bleu donc, toutes les personnes qui ont répondu, et en orange, ceux qui ont des problèmes de datura dans leur maïs. Et donc on voit que les rotations avec introduction de cultures d'hiver sont en tendance un petit peu moins touchées, mais toutes les rotations, tous les types de rotations sont touchés par des problématiques datura. Quelle est l'efficacité du désherbage contre le datura? Oui, alors là, c'est sur les itinéraires à l'intérieur de la culture du maïs. Donc, on leur a demandé si la stratégie de désherbage qu'ils mettaient en place était satisfaisante pour gérer le datura. Donc, c'est toute stratégie, hein, c'est chimique et ou mécanique. Donc, on a toutes sortes de pratiques. Et donc, on voit que moins d'un tiers des personnes interrogées considèrent qu'ils arrivent à avoir une stratégie de désherbage efficace contre le datura. Et donc tout le reste trouve que ce n'est pas satisfaisant et près de la moitié trouve que l'efficacité est au départ correcte mais qu'on va rapidement manquer de persistance. Donc on sait que le datura a des levées échelonnées, il est capable de lever tout au long du cycle et on a parlé dans l'intervention de Marc Delos de la disparition de produits qui a mené de la rémanence et ça se retrouve effectivement dans l'enquête. Et on voit d'ailleurs la même chose dans nos essais. Alors vous l'avez également demandé s'il y avait d'autres moyens de lutte contre le datura. Oui, alors on a regardé un peu tout l'itinéraire et notamment on a voulu savoir comment se passait la récolte hein, parce qu'on on a des choses que l'on préconise autour de la récolte, hein, des bonnes pratiques pour essayer de ne pas développer le problème vers d'autres parcelles moins touchées. Et là, effectivement, on peut voir des marges de progrès, hein, puisque seulement un quart des personnes qui ont répondu font attention à récolter leur parcelle de la moins infestée à la plus infestée, alors que c'est un levier assez facile à mettre en œuvre. Bon, par contre, le nettoyage du matériel, c'est sûr que c'est plus compliqué, et seulement un cinquième des personnes le pratiquent entre les récoltes de 2 parcelles. Et puis on leur a demandé en commentaire libre de nous citer s'ils avaient d'autres moyens de lutte qu'ils utilisaient pour essayer de gérer le datura. Donc ont été mentionnés des levées prophylactiques comme la rotation, la gestion d'interculture avec faux semis, les faux semis,
glyphosate aussi dans l'interculture, le nettoyage de zones clairsemées comme les passages d'enrouleurs. Mais ce qui nous a le plus surpris, c'est la mention forte de l'arrachage manuel qu'on savait pratiquer dans les exploitations bio ou aussi pour des cultures contractualisées comme le popcorn. Mais là, c'est un quart des répondants qui nous ont dit pratiquer l'arrachage manuel. Et donc pour nous, ça ne peut pas constituer une voie de progrès. Bien. Oui, c'est pas très moderne. C'est pas très moderne. Bon. Voilà. Et surtout, c'est coûteux en temps et en argent pour les producteurs. Ok. Quand est-ce qu'on va retrouver les résultats complets de cette étude? Quel est le pas de temps Alors, j'espère le plus rapidement possible. En tout cas, oui, d'ici ce printemps, on fera passer effectivement les résultats plus complets. Ok. Je crois qu'on va pouvoir passer aux questions publiques. Est-ce qu'on a eu des petites interrogations qui sont arrivées par Internet? Clémence, tu nous rejoins? Oui. Sylvie aussi. Je vais vous laisser. Allez-y. Alors, on a de nombreuses questions sur le chat par rapport aux interventions qui ont eu lieu. Donc, on ne pourra pas toutes les poser là dans le temps qui nous est imparti, mais on va essayer de faire une synthèse. Donc, première question pour Nathalie. Est-ce qu'il existe des cas répertoriés d'intoxication au datura dans les élevages? Ah oui, il en existe. Il en existe énormément et il en arrive tous les jours. Donc, les cas les plus fréquents qu'on voit, c'est chez le cheval et chez les bovins avec l'ensilage de maïs. Mais chez le cheval, souvent, simplement le cheval au pré. D'accord. Une question pour Aude. C'est une question qui regroupe pas mal de questions. En fait, on trouve des lots de maïs sans graines avec des alcaloïdes. À quoi est-ce dû ? Alors, Nathalie l'avait mentionné dans son intervention, c'est vrai qu'on s'est longtemps concentré sur les graines, puisque la réglementation était sur les graines de datura dans le maïs. Mais en fait, toutes les parties de la plante, toutes les parties végétatives contribuent à la pollution en alcaloïdes. Et donc, on peut avoir des lots où on a des contaminations, mais pas de grains. Donc, cela n'est pas la majorité des situations. C'est des choses qu'on est en train d'étudier. Et puis, on se pose notamment, par exemple, la question de l'échantillonnage, notamment quand on fait une analyse au champ. La plante a tendance à se développer par foyer, donc il faut bien avoir un prélèvement qui soit représentatif de la parcelle. Et puis ensuite, la taille de l'échantillon est aussi importante par rapport à la quantité de maïs qu'on teste. Une question pour Nathalie autour de tout ce qui est alimentation animale. Il y a une question autour du seuil de toxicité en ensilage. Est-ce qu'on a une indication de seuil de toxicité des alcaloïdes dans l'ensilage? Et autre question là, qui est plus liée aux aliments composés. Comment faire pour repérer du datura dans les aliments composés? Alors, je répondrai d'abord sur la première question. Le problème, c'est que, comme l'a dit Aude, l'ensilage n'est jamais homogène. Donc, en moyenne, à partir de 2, 3, 10 pieds par hectare, il faut commencer à se poser des questions. Et on m'appelle souvent pour me demander j'ai ensilé du datura, j'en fais quoi? Je réponds, vous faites ce que vous pouvez. Mais quand les vaches vont tomber sur les pieds de datura, parce qu'elles ne sont jamais homogènes, eh bien, elles risquent de mourir. En ce qui concerne les aliments composés, il y a plusieurs techniques possibles. On peut aller rechercher les alcaloïdes, bien sûr, dans les aliments. Mais même si l'aliment est broyé, on peut retrouver des éléments morphologiques, par exemple par microscopie, qui permet de retrouver la présence de datura. Alors, qui ne permet pas de quantifier, mais qui permet de dire c'est pas normal. Il y a des graines de datura dans ce granulé, dans cet aliment préparé. Une autre question pour Aude. On a parlé d'un certain nombre de cultures, mais on n'a pas parlé de tournesol, de soja, de légumes. Qu'en est-il de la future législation au niveau de ces cultures? Oui, alors pour l'instant, il faut rappeler que la réglementation est vraiment en cours d'évolution, qu'elle rentrera, ça a été dit par Béatrice, sera mise en pratique que pour la récolte 2022 sur les cultures que citait Béatrice, donc maïs, popcorn, millet, sorgho et sarrasin. Mais pour les autres espèces, bien pour l'instant, il n'y a pas d'autre réglementation que celle citée par Nathalie, qui ne mesure pas les taux d'alcaloïdes, mais la quantité de grains.
et une subtilité, on va dire, que ce soit du conventionnel ou du bio, la législation sera potentiellement la même. Alors oui, pas de différence. Et puis à noter que même s'il n'y a pas de réglementation sur certaines filières, il y a quand même derrière des clients exigeants et souvent dans les cahiers des charges des acheteurs, c'est quand même mentionné même si ce n'est pas réglementé. On a peut-être le temps pour une dernière question, où on va essayer d'en regrouper plusieurs. Donc, beaucoup de gens s'interrogent effectivement sur les facteurs explicatifs de la présence de datura dans les parcelles. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec le pH, le type de sol, et puis pourquoi n'y a-t-il pas de datura dans la région Est ? Alors, oui, je vais y répondre à cette question. Alors, donc, le type de sol, ça fait partie des questions qu'on a posées. On a demandé quel était le type de sol aux gens qui ont répondu. Cela dit, ça ne va pas être évident de l'analyser parce que c'est à croiser avec beaucoup de facteurs et aussi avec le type de rotation et de territoire derrière. Hein, donc, mais voilà, c'est quelque chose qu'on va essayer d'analyser. Par contre, pourquoi il n'y en a pas dans la région Ouest ? On voit quand même que même si ça ne ressort pas forcément dans l'enquête, hein, qu'on a des rotations et des systèmes de culture qui ont quand même favorisé son installation. Et les zones où historiquement il s'est développé, c'est quand même des zones de légumes, de maïs et de culture à problème, donc moins dans la partie Est. Très bien, merci mesdames. Je pense qu'on va pouvoir attaquer la deuxième partie. Je vais vous inviter à descendre, à prendre l'escalier qui est sur la gauche de la scène. Je vais appeler maintenant Nicolas Thibault et Justine Sourisseau et je vais profiter de ce moment de transition pour vous rappeler qu'à la fin de cet événement, vous aurez un questionnaire de qualité. Donc n'hésitez pas à répondre et à nous donner votre avis pour savoir ce que vous avez pensé, puis surtout les marges de progrès que l'on peut faire, quelles sont les améliorations, quels sont les bénéfices de ce genre d'événement. Donc deuxième partie, on s'intéresse maintenant aux moyens de lutte. Justine Sourisseau, bonjour. Vous êtes directrice du GRCETA dans le Sud-Gironde. Nicolas Thibault, bonjour. Vous êtes ingénieur agronome indépendant, expert en récolte et en qualité de grain. On va commencer avec vous pour parler de moyens de lutte à la récolte, justement. C'est la première étape qui peut être assez simple à mettre en œuvre. Quels sont les conseils que vous donnez aux agriculteurs que vous rencontrez ? Il y a plusieurs sujets abordés sur ce domaine. Avant de parler de conseils, c'est d'abord rappeler plusieurs phénomènes qui se passent avec le datura dans les cultures, que je côtoie depuis une bonne trentaine d'années maintenant. C'est d'abord des problèmes purement mécaniques. L'opération de reprise avec une récolteuse légumes ou avec un cueilleur maïs pose problème dans le datura, avec des bourrages, des contraintes mécaniques. L'opération de récolte, elle s'accompagne aussi à l'échelle de la plante d'un broyage. Donc on détruit la tige, la feuille, la bogue et on libère la graine. Donc ça va poser plus tard des problèmes physiques aussi dans le lot, hein, puisque cette présence de déchets verts, plus ou moins aqueux, plus ou moins fins, vont générer des impuretés dans les lots. Et enfin, le troisième problème, c'est que à la fois le problème mécanique et ce problème physique va engendrer des problèmes sanitaires, puisque la sève qui va venir contaminer les pièces métalliques ou plastiques des matériels va en même temps contaminer le grain. Donc on a ces trois phénomènes-là à gérer. Ou par rapport à ça, moi je crois qu'il y a trois éléments à aborder. C'est d'abord l'organisation des chantiers, quelle priorité on donne aux parcelles indemnes de datura et quelle segmentation des lots on sera capable de faire au fur et à mesure. Ça rebondit sur ce que disait Aude tout à l'heure, oui. Il faut organiser du moins infesté au c'est plus ça, infesté. Absolument. On peut même aller jusqu'à, par exemple, séparer des parcelles de 20 hectares en 2 lots de 10. De toute façon, ça semble aujourd'hui un peu ubuesque de dire ça. Dans quelques années, on ne se posera plus la question, ce sera obligatoire, si on veut vraiment aborder les choses de manière sérieuse. C'est-à-dire que la législation va imposer 0 datura. Absolument. Et donc, après la priorité donnée dans l'organisation des chantiers, il faut ensuite équiper, régler les matériels de récolte dans l'état de l'art. J'en reviens à dire, par exemple, en soja ou en maïs, si on est peu respectueux du grain, malheureusement, en même temps, on ne sera pas respectueux de la plante datura. Donc, on va indirectement générer plus de sève,
plus de graines de datura détruites, qui elles-mêmes, on l'a vu tout à l'heure, provoquaient beaucoup plus de contaminants en termes d'alcaloïdes. Donc après avoir organisé les chantiers, organisé les équipements de machines et les réglages, le troisième élément, c'est nettoyer la machine. Avant d'arriver au nettoyage de la machine, on sait le pourcentage de graines de datura qui retournent au champ quand on les moissonne par inadvertance? Alors si on s'intéresse juste aux graines de datura, la machine dans son mode de fonctionnement habituel ne peut faire qu'enlever environ que 50% du taux de grain, parce que la graine de datura, cette caractéristique, c'est qu'elle est extrêmement dense. Or, elle est souvent présente dans des cultures qui sont, en termes de graines, par exemple, déjà denses, comme le maïs et le soja. Donc, les réglages de machines qui visent à éjecter tout ça par ventilation ne seront efficaces qu'environ à 50% sur la graine de datura. Habituellement, c'est à peu près sur ce niveau-là où on est au champ. Donc, on va éjecter 50% de la graine. 50% de la graine va suivre, malheureusement, le lot jusqu'en trémie. Et avant de nettoyer, est-ce que le cueilleur, est-ce qu'il y a des réglages de cueilleur qui sont envisageables, possibles? Oui. Donc à l'échelle de la machine, du cueilleur jusqu'à les éléments de battage de la moisse-batte, on a certains systèmes et équipements qui permettent justement d'éviter trop d'éclatement de tiges, par exemple sur le datura, trop d'éclatement de bog également. Donc ce sont des mesures qui indirectement sont défavorables à la présence du datura dans nos lots. Étape suivante, donc là on a malheureusement moissonné du datura, il faut envisager des solutions. Alors qu'est-ce que vous préconisez en termes de nettoyage? Alors en termes de nettoyage, avant de parler de nettoyage à l'air ou à l'eau, la première opération qui devrait être rendue beaucoup plus systématique, c'est à chaque sortie de parcelle, démonter les pièces facilement atteignables sur la moissonneuse batteuse, ou la récolteuse légumes. Il y a quelques trappes stratégiques plus ou moins faciles d'accès que l'on démonte, un peu de régime plutôt élevé, quelques bouchons de paille et de déchets qu'on fait passer dans les fonds de vis qui permettent d'abord dégrossir le travail. Donc ça permet au moins de sortir de la parcelle avec l'essentiel des résidus laissés dans le coin de la parcelle. Donc ça permet de nettoyer de manière très grossière dans un premier temps la machine, mais ça ne suffit pas évidemment. Il va falloir aborder deux choses, c'est le nettoyage à l'air et ou à l'eau. Donc d'abord dans le nettoyage à l'air, ça peut se faire de deux ordres, avec le compresseur de chantier ou avec un souffleur thermique. L'idée c'est d'envoyer une grosse quantité d'air avec peu de pression, donc pour être efficace sur l'éjection des résidus. Par la suite, on pourra utiliser, et c'est ce que je préfère de loin, et c'est ce qui a montré toute son efficacité depuis longtemps, c'est le nettoyage à l'eau, avec la même idée, beaucoup de débit, mais peu de pression. Donc, ça peut être par exemple à la borne d'irrigation, ça peut être à la ferme avec un tuyau assez conséquent. L'idée sur la machine, c'est, puisqu'on a beaucoup de points bas, c'est de pouvoir utiliser ces points bas pour l'évacuation de l'eau. À grandes eaux, pour être efficace, c'est de loin la meilleure des méthodes. Et il n'y a pas de risque pour les machines de nettoyer à l'eau? Alors, il y aura des risques. Les risques ne sont pas liés à la corrosion, puisqu'on a des méthodes d'entretien sur les machines qui permettent d'éviter tout ça. Le seul risque existant à l'eau, c'est certains composants électriques et électroniques de plus en plus présents sur les matériels de plus en plus modernes. Mais quand le chauffeur, l'agriculteur connaît sa machine avec précision, le nettoyage à l'eau ne pose aucun problème en réalité. Est-ce que les constructeurs sont sensibles à cette problématique de nettoyage de machines et rendent les choses simples et faciles et accessibles? Si la question est franche, la réponse va l'être aussi. Les constructeurs n'ont absolument rien à faire de la problématique de nettoyage des matériels. Il suffit de regarder un matériel moderne aujourd'hui et on a vite compris pourquoi. Même si certains avancent certains arguments sur des matériels où les trappes sont toujours démontables, d'autres sont plus accessibles. En réalité, les contraintes aujourd'hui sont telles que très peu d'utilisateurs nettoient réellement leur machine parce que le constructeur nous a imposé des contraintes d'accessibilité qui sont énormes. Donc c'est très inquiétant. Et dernière question, vous tournez assez souvent dans les fermes, dans les sites de production. Vous sentez une prise de conscience pour le nettoyage et une prise de conscience liée au datura? Pas suffisamment. Sur une enquête qui démontrerait qu'un utilisateur sur 5 semble nettoyer sa machine,
Moi, en réalité, je suis plutôt entre 3 et 4% d'utilisateurs qui nettoient réellement avec efficacité leur machine. Donc on est loin du compte. Hein. Si les gens sont relativement préoccupés, les vraies mises en œuvre pratiques sont extrêmement rares, beaucoup trop. Merci beaucoup Nicolas. Merci. Alors vous nous avez expliqué que le premier élément c'était de gérer la récolte, mais il y a d'autres leviers qui sont utilisables, notamment le déstockage des graines pendant l'été. Et nous avons réalisé une petite vidéo qui explique ce principe. Vous allez retrouver nos spécialistes du Datura. Regardez. Le meilleur moyen de déstocker des graines de Datura présentes dans le sol, c'est l'introduction d'une culture d'hiver si elle est pertinente économiquement. En effet, cela permet de réaliser des faux semis pendant la période estivale, période propice aux germinations de Datura. L'idée est donc de travailler le sol superficiellement pour faire germer les Datura et ensuite détruire ces levées. Plus on répétera l'opération, plus ce sera efficace et plus on déstockera de graines. Le problème, c'est que cette stratégie est très dépendante des conditions climatiques. En effet, si le sol est trop sec, le passage d'un outil pour stimuler les germinations peut être délicat. Et à l'inverse, s'il ne pleut pas après ce passage d'outil, les germinations de Datura ne seront pas enclenchées. Si l'on n'a pas pu réaliser de travail du sol superficiel, il va falloir quand même surveiller les éventuelles levées de Datura, y compris des petits Datura comme celui qu'on peut voir ici, qui a déjà une bogue bien avancée et des petites bogues en cours de formation. Puisque ces plantes, même de petite taille, sont capables d'arriver à graines, et donc il faudra les détruire pour éviter d'enrichir le stock grainier. Eh bien, Justine, on se tourne vers vous maintenant. Bonjour. Donc, vous êtes directrice du GRCETA Haute-Lande. Quelle est la définition exacte ? Ça signifie groupement de recherche sur les cultures et techniques agricoles des sols forestiers d'Aquitaine. D'Aquitaine. Voilà. Même pas Nouvelle-Aquitaine, vous n'avez pas changé de nom ? Non, on est toujours Aquitaine, ok. Alors, on va voir un petit peu, vous avez une vision territoire, puisque vous allez peut-être nous décrire un petit peu l'espace et le périmètre sur lequel vous intervenez. Et voir comment vous pouvez, à l'échelle d'un territoire, essayer de motiver et expliquer la problématique Datura. Alors, rappelez-nous, la GRCETA Haute-Lande, c'est combien d'hectares, c'est quelle culture ? Alors, on est basé, donc c'est un groupement d'agriculteurs, une association qui est basée sur les sols sableux, humifères et généralement irrigués à quasi 100% des surfaces, donc de Gironde et des Landes, pour les deux départements principaux. Donc le GRCETA suit à peu près 41 000 hectares de surface agricole adhérente. Et sur ces 41 000 hectares, on a environ un tiers de maïs grain, donc conso, waxy. Et puis on a aussi beaucoup de cultures légumières, donc du maïs doux, 20%, des petits pois, des haricots verts, de la carotte, de la pomme de terre, aussi quelques cultures porte-graines, donc notamment du maïs semence à hauteur de 17%. Et en fait, la problématique Datura, elle concerne l'ensemble de ces cultures et plus particulièrement les cultures légumières. Et est-ce que vous avez un pourcentage de parcelles infestées ? Vous pouvez évaluer ça ? Alors, via une enquête que nous contribuons à réaliser chaque année, qui est le Vigiflore, on arrive à avoir des estimations. Globalement, en fonction des années, on est à peu près entre 30 et 50% des parcelles qui sont relevées comme étant infestées par du Datura, en sachant que ce chiffre est probablement sous-estimé puisque l'enquête se déroule dans l'été, donc elle exclut les Datura qui ont pu lever avant dans les parcelles et qui ont pu être gérés, ceux qui lèveront aussi après, en fin de cycle de la culture. Et puis c'est une enquête qui est réalisée sur les maïs en général, sur le secteur, donc pas sur les légumes, et en conventionnel en plus pour la plupart des parcelles. Donc voilà, ça sous-estime probablement un petit peu ce chiffre, mais je pense qu'au moins 50% d'infestation. C'est important, donc c'est plutôt inquiétant. Alors quels sont les moyens de lutte prophylactiques, préventifs que vous proposez, que vous mettez en œuvre ? Alors, on en a déjà cité pas mal au travers des interventions qui ont été réalisées. Déjà, c'est une vigilance, on va dire, sur tout ce qui est abord de parcelles, accès pivot, fossés. On voit souvent des Datura levés au bord des fossés et proliférer. C'est également une surveillance par rapport à des dégâts d'animaux, notamment les sangliers. Nous, en Haute-Lande, on a beaucoup de dégâts de sangliers et on voit bien que lorsqu'il y a un rond qui est détruit au milieu d'une parcelle, on peut avoir facilement des relevés de Datura
datura qui vont du coup proliférer, devenir très grands et produire, faire une grosse fructification. C'est également la gestion au niveau de la récolte. Donc on a parlé de l'organisation du chantier, essayer de commencer par les parcelles les plus propres et pour finir par les parcelles les plus sales. Nettoyer ou faire nettoyer, dans le cadre de cultures dont on ne gère pas la récolte, les machines, les matériels, surtout quand on passe d'une exploitation à une autre. Ça arrive assez fréquemment. Si le voisin a beaucoup de datura, forcément, quand la machine vient de chez lui, on peut se faire contaminer ses parcelles. Et d'une manière générale, aussi concernant les abords, on a les fourrières aussi qui sont des vecteurs, donc les contours de parcelles, dans lesquels le datura va avoir tendance à proliférer parce que c'est des zones où il y a un peu plus de passage, où il y a un peu plus de lumière, et c'est comme ça que le datura pénètre à l'intérieur des parcelles. Et puis après, on a des techniques faux semis qui peuvent être employées, mais en conventionnel finalement assez peu. On a vu là dans le reportage faire du faux semis à l'automne. À l'automne ou même en début de saison, si les périodes de semis de la culture principale le permettent, évidemment. Okay. Et est-ce que vous avez mis en place des actions curatives pour gérer le datura, des herbages ou d'autres moyens de lutte ? Alors effectivement, en curatif, si on parle par exemple des maïs en général ou par exemple le maïs conso, on a des solutions chimiques en culture qui nous permettent de gérer le datura. On a, on va dire que le plus important, c'est de comprendre et de construire son itinéraire des herbages par rapport au fait qu'il y ait des levées échelonnées. Donc on va partir par exemple sur une stratégie prélevée. On va pouvoir utiliser soit en prélevé, soit en post-précoce. D'ailleurs, on a des matières actives comme l'isoxaflutol qui ont un effet très intéressant sur le contrôle des levées de datura. Et puis après, en fait, le reste du passage chimique va viser à contrôler ces levées échelonnées. Donc on va avoir au moins un rattrapage, mais la plupart du temps deux. Et le deuxième va être tardif, le plus tardif possible pour contrôler ces levées. Donc après, au niveau des matières actives, on va avoir, donc si on est sur de la post-précoce, on a un antigerminatif avec un produit racinaire et foliaire. Le rattrapage, nous, en Haute-Lande, on utilise beaucoup de mésotrione et de bentazone, mais ça peut être aussi de la timbotrione. Il y a des matières actives qui fonctionnent bien. Et puis, en rattrapage le plus tardif possible, il est souvent utilisé une association, un produit qui présente de la rémanence, notamment l'association S-métolachlore et mésotrione. Mais ça peut être un produit aussi antidicotylédone classique. Et en fin de saison, il y a aussi l'utilisation de pandillard qui est possible. Effectivement, l'outil pandillard peut être associé à ce fameux rattrapage tardif, puisqu'il va vraiment permettre de passer sous la végétation, donc vraiment d'aller chercher les pieds de datura qui relèvent et d'avoir une pulvérisation vraiment qualitative par rapport à ça. Donc on a effectivement l'utilisation de ces pandillards qui n'est pas encore très répandue, mais pour laquelle on voit de plus en plus des agriculteurs remonter l'objectif d'investir dans ce matériel. C'est aussi un coût, les pandillards, c'est un investissement. C'est un coût, effectivement. Pour une rampe, ça dépend de la taille de la rampe, mais ça peut aller chercher dans les 2 000, 3 000 euros pour équiper un pulvérisateur d'une rampe d'à peu près 24 mètres. Quoi. Voilà. Et le pandillard, c'est plutôt pour le maïs, donc qu'est-ce qu'on... C'est plutôt pour les cultures hautes, parce qu'il y a vraiment cet intérêt à aller passer sous la végétation lorsqu'on fait le traitement. Et alors sur les cultures légumières, les haricots par exemple, est-ce que c'est envisageable ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de lutte ? Non, c'est pas tellement intéressant sur tout ce qui est culture basse comme les haricots verts. D'accord. Et là, vous avez peut-être des solutions de désherbage mécanique quand même ? Alors oui, sur les haricots verts, sur les autres cultures légumières, c'est vrai que je parle beaucoup du maïs parce que c'est là où on a le plus de solutions. Sur les cultures légumières, on va parler de haricots, de carottes, de pommes de terre, etc. On a moins de solutions déjà en termes d'herbicides. On va avoir quelques matières actives, mais la gestion est quand même beaucoup plus compliquée. Après, le désherbage mécanique est aussi utilisé. Avec des matériels qui permettent de passer au plus près des rangs, des bineuses à caméra, etc. Donc ça aussi, c'est un levier qui est important. Mais il faut bien avoir en tête l'intérêt de chercher de la rémanence, en fait, quand on parle de la durée, gestion de la du datura. Voilà, okay.
Est-ce qu'il y a des spécificités dans les cultures bio? Il y a des stratégies particulières à mettre en place? Oui, alors sur le bio, la problématique elle est encore plus prégnante parce que on n'a pas justement cet appui des herbicides, donc on est vraiment sur du tout mécanique. Alors au niveau prophylaxie, je parlais tout à l'heure des faux semis, c'est quelque chose qui est plus utilisé fatalement en bio. Nous, par rapport à nos assolements, on a beaucoup de cultures d'été qui se sèment assez tardivement, donc ça va permettre en Haute-Linde de faire des faux semis plutôt au printemps. Donc sur la période avril-mai, un maïs doux par exemple en bio, on va le semer pas avant le 15 mai, 15-20 mai. Donc ça laisse un petit peu de temps. L'interculture estivale, c'est-à-dire juillet-août, c'est un petit peu plus compliqué, même si on a l'eau d'irrigation qui pourrait permettre de faire lever les datura, c'est que souvent les parcelles sont occupées à cette période-là. Donc après le bio, bon voilà, un peu plus de faux semis, le désherbage mécanique, mais attention puisque le datura germe très profondément, donc avec une hercéterie par exemple, on n'est pas toujours capable d'aller chercher, déraciner le datura qui lève en dessous de 3 cm de profondeur. Donc ça c'est une difficulté. Et après malheureusement, là aussi ça a été cité, c'est le désherbage manuel. Aujourd'hui, sur nos parcelles en bio, on réalise des enquêtes, on sait qu'on a minimum 50% des parcelles qui bénéficient d'un désherbage manuel. À chaque fois, pratiquement, la justification, c'est la présence de datura. C'est ce qui justifie le passage manuel. Et c'est des durées qui peuvent être très variables. Ça va de quelques heures à plus de 50 heures. Donc de là même à remettre en cause la rentabilité. 50 heures pour un hectare? 50 heures pour un hectare, voilà. Donc à remettre en cause la rentabilité de la culture. Okay. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à diminuer l'infestation, à la maîtriser? Ou est-ce que c'est un combat permanent? Oui, c'est plutôt ça. On peut réussir à maîtriser, ça dépend des cultures, ça dépend de nos assolements. On peut maîtriser les infestations de datura, il ne faut pas qu'elles soient trop importantes, hein. Il faut vraiment prendre le problème le plus tôt possible et à la base. Après, une fois qu'on a des graines dans le sol, quand on connaît la durée de vie de ces graines et leur capacité à germer des années plus tard, c'est très compliqué d'éradiquer le problème. On va plus être sur une gestion année par année et ne jamais relâcher la vigilance. Merci beaucoup, Justine. Je vais me tourner maintenant vers le standard pour savoir quelles sont les questions. En attendant que Clémence et Sylvie nous rejoignent, on a parlé de la récolte, on était plutôt maïs, mais récolte des légumes, il y a des procédures, des stratégies à mettre en place. On est sur le même ordre d'idées, hein, sur la gestion de ce qui se passe sur une récolteuse pois ou haricots verts, sur l'idée d'avoir un déchiquetage de plantes à l'origine, qui nous encombre la machine de débris, d'impuretés, et qui contamine via la graine ou la sève des tiges et feuilles les autres ingrédients, quoi. Hein, donc l'idée aussi du lavage, elle est plus évidente encore sur la récolteuse légumes, ce qui est déjà un atout, hein, on est déjà plus dans l'habitude. Il n'y a pas de réglage machine particulier à préconiser? Tous les bons réglages qui permettent le bon fonctionnement de la machine, en respect du grain ou respect du haricot ou du pois vert, conduisent à mieux maîtriser la plante elle-même datura. Donc c'est pour ça que dans la maîtrise du datura, c'est un retour aux fondamentaux de la maîtrise même du matériel de récolte, que ce soit sur du grain qui doit rester intègre et propre, comme sur du légume qui doit aussi être intact. Très bien. Je laisse la parole à Sylvie et Clémence. Allez-y. Alors, première question pour Nicolas. C'est vrai que le nettoyage à l'eau fait toujours un petit peu peur lorsqu'on en parle. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de corrosion pour le matériel ou alors d'humidité résiduelle lorsque l'on pratique ce genre de technique? Alors, sur la corrosion, non, puisque avec une bonne connaissance de la machine, on connaît les points bas et les systèmes d'évacuation des eaux. Donc, il n'y a pas d'eau stagnante dans la machine. Sauf évidemment quelques cas particuliers où on a sur certains matériels des points bas qui sont des points bas avec de l'eau stagnante, où en plus le constructeur n'a pas prévu l'accès pour le nettoyage. Évidemment, on a quelques matériels déjà répertoriés où on ne pourra jamais préconiser le nettoyage à l'eau. Le risque le plus embêtant que l'on a, c'est d'ordre électrique, avec quelques composants qui pourraient être altérés. Mais les roulements ne craignent rien. On rappelle bien que c'est un nettoyage à grandes eaux, gros débit, pas de pression, donc on n'a pas de risque d'altération à ce niveau-là, sauf composants électriques où j'admets que c'est un frein énorme au développement de la méthode.
Donc est-ce qu'on peut dire que c'est une préoccupation des constructeurs de faciliter le nettoyage des machines? Bon, on l'a évoqué tout à l'heure, j'ai envie de dire absolument pas. La réponse les stimulera, j'espère, mais j'avoue honnêtement que leur proposer constamment des moyens, des méthodes se heurte rapidement au problème de la construction. Les enjeux nous dépassent totalement. Il faut avouer qu'à ce niveau-là, ils ne sont que trop peu sensibilisés. Première question pour Justine. Est-ce que les agriculteurs qui ont des problèmes d'infestation de datura depuis moins longtemps se sentent plus préoccupés que dès qui connaissent ça depuis plusieurs années? Alors c'est vrai que vu qu'on en parle quand même de plus en plus du datura et que maintenant on sait que ça va devenir de plus en plus difficile en fonction des cultures qu'on a de gérer cette herbe-là, je dirais que celui qui voit arriver aujourd'hui des datura récemment dans ses parcelles va probablement se sentir plus préoccupé. C'est mon sentiment. On a aussi des gens qui ont des parcelles infestées depuis plus longtemps et qui commencent aujourd'hui à avoir des vraies problématiques et à se sentir très concernés également. Donc il y a un peu de tout quoi en fait. D'accord. Autre question, tu as parlé des cultures majoritaires sur ton secteur, qui sont le maïs et le haricot. Est-ce qu'il y a d'autres cultures pour lesquelles on peut avoir des soucis avec le datura? Oui, ça peut. En fait, toutes les cultures potentiellement qu'on peut avoir sur le secteur peuvent être touchées. On parle beaucoup des cultures légumières, on commence à avoir des vrais soucis sur carottes, pommes de terre. Ça peut arriver aussi dans du petit pois, même si le cycle est décalé. Juste avant la récolte, on peut avoir, lorsque la culture s'affaisse, des relevés de datura et ça peut aller jusqu'au déclassement de la récolte. On peut en avoir également dans le soja, ça arrive. Voilà, beaucoup de cultures peuvent être touchées. D'accord, merci. Alors, une question pour Nicolas. Est-ce que l'utilisation d'un broyeur à graines a un intérêt dans la lutte contre le datura? Malheureusement, c'est tentant d'imaginer broyer la graine. La difficulté, c'est que dans les rejets de la moissonneuse-batteuse, on a surtout des débris grossiers, humides, voire très secs. Et le problème du broyage, c'est que broyer une graine de datura fine, qui fait quelques millimètres de diamètre, c'est incompatible avec la gestion des déchets de la moissonneuse-batteuse. Donc dans la pratique, c'est quasiment impossible à utiliser. En tout cas, tout ce qui a pu être utilisé depuis des dizaines d'années dans cette idée a systématiquement été au bout de quelques années abandonné. Donc c'est illusoire d'imaginer qu'un broyeur sur une moisse-batte va gérer de la graine viable ou pas derrière. C'est mécaniquement extrêmement compliqué, en plus extrêmement énergivore. Donc il n'en est pas question à ce jour pour envisager ça comme une solution. Une question pour Justine. Est-ce qu'en agriculture biologique, compte tenu des décalages dates de semis, il y a des faux semis qui sont réalisés pour déjà éliminer une partie des datura? Oui, effectivement, comme les semis interviennent généralement un petit peu plus tard, comme on l'a vu, il est possible de réaliser des faux semis durant la période avril-mai. Enfin, c'est ce qu'on fait nous avec nos assolements, puisque le datura, s'il fait assez beau et chaud, surtout au mois d'avril, il peut commencer sa levée dès la mi-avril. Ça arrive assez fréquemment. Donc oui, on peut réaliser ces faux semis à cette période. Ce qui peut être effectivement un moyen de déstocker un peu, sachant que par rapport à la vidéo qu'on a passée sur la gestion gestion estivale, on va dire, c'est vrai qu'on a eu des retours tout à fait justifiés dans des situations réglementaires où en fait il y a obligation d'implanter un couvert, donc on ne peut pas faire les deux. Et même si on aimerait, on n'a pas toujours le choix. Donc ça peut être une autre façon d'essayer d'éliminer déjà une partie des datura. Et qui fonctionne, oui. Et qui fonctionne. Alors peut-être toujours pour rester sur le bio, on a beaucoup de questions. Alors là, on ne les voit pas en direct, mais on a eu beaucoup de questions avant d'arriver ici sur l'efficacité du désherbage mécanique sur le datura. Alors on peut peut-être faire un point Sylvie aussi. Le datura, c'est une mauvaise herbe, donc c'est vrai que c'est très sensible au désherbage mécanique à des stades jeunes pour... si on passe le matériel de désherbage mécanique dans des conditions sèches, bien entendu, le désherbage mécanique, c'est toujours la même chose. Il faut qu'il fasse sec après pour que les mauvaises herbes puissent se dessécher.
Mais attention quand même, le datura, c'est une plante extrêmement résistante, puisque même après un passage de bineuse, elle est capable de repartir et de faire des fleurs, voire des bogues, alors qu'elle a été déracinée. Donc si les conditions derrière sont favorables, les daturas vont repartir. C'est la même chose quand on les arrache manuellement. Si on n'exporte pas, le risque de repiquage est grand. On a aussi eu un commentaire de ce type-là, enfin une question de ce type-là par rapport à un éventuel scalpage ou broyage. Là, enfin, tentative de broyage. Là aussi, c'est pareil. En fait, ça entraîne un débourrement de bourgeons. On va avoir une plante qui va accélérer son cycle et on va quand même avoir, voire même plus, des fleurs, des fruits et des graines. C'est vrai que c'est une caractéristique du datura qui, lorsqu'il est en stress, va très rapidement sortir une bogue avec des graines qui sont capables d'arriver à maturité assez vite. Donc effectivement, même des broyages qu'on peut avoir dans des maïs semences, par exemple, derrière, les daturas peuvent très, très facilement arriver à graines. Tout à fait. Une autre question peut-être pour Nicolas. Donc, quels seraient vos conseils d'amélioration du matériel pour mieux trier les graines de datura lors de la récolte? Il y a des petits détails qui peuvent compter. D'abord, dans un premier temps, par rapport à l'idée de séparer du lot de maïs soja la graine de datura, c'est du criblage. Du criblage et des tôles perforées de 4 mm. C'est déjà ce qui est normalement utilisé en organisme stockeur avant expédition. Donc on peut parfaitement les utiliser sur la moissonneuse batteuse. C'est quand même limité parce que dans beaucoup de situations, on n'est pas forcément toujours très sec. Du limon légèrement humide en récolte de légumes peut poser problème aussi. Mais ces tôles perforées installées dans les fonds de vis ou les pieds d'élévateur, des matériels peuvent déjà éliminer en très grande partie les graines de datura qui suivent la récolte. En tout cas, la différence cette fois-ci de taille entre notre graine de datura et nos principales récoltes, elle est très intéressante pour réaliser du criblage de manière simple. Après, à l'échelle des matériels, je rappelle que toute la mise en œuvre des bons réglages à tous les niveaux, que ce soit les matériels de reprise, de coupe, de cueilleur et la moissonneuse batteuse, conduisent à mieux respecter le bog, mieux respecter la graine, mieux respecter la tige et la feuille. Donc en fait, ça conduira à limiter obligatoirement la présence de décontaminants sur le matériel et sur le grain. Je voulais revenir, Nicolas, quand on a préparé cet entretien, vous Oui. avez évoqué d'anciens matériels Oui. qui étaient peut-être plus efficaces pour mieux trier la graine. Ils n'étaient pas plus efficaces, ils étaient au moins à l'époque complets par rapport à ce que l'on souhaiterait aujourd'hui. On avait notamment évoqué des anciens matériels qui datent d'environ une quarantaine d'années, où à l'époque, sur les matériels de récolte, notamment les moissonneuses batteuses, on a des doubles nettoyages qui nous permettent d'avoir des lots de bien meilleure propreté que ce que l'on fait aujourd'hui. Or, ces doubles nettoyages avaient une grosse contrainte, c'est qu'ils limitaient fortement le débit de chantier de la machine. Donc on imagine que depuis plusieurs dizaines d'années, ces matériels-là ont été démontés ou non construits sur les nouveaux matériels pour des problèmes de débit de chantier. Très bien. Et vous avez d'autres questions? Une question pour Justine sur en fait, les moyens que tu utilises au niveau du GRCTA pour sensibiliser les producteurs en cours de campagne et en période hivernale par rapport à cette problématique. Ça fait l'objet, on va dire, de discussions assez récurrentes. Lors des réunions techniques, par exemple, on essaye de sensibiliser à cette occasion. On fait aussi des expérimentations désherbage pour essayer de montrer comment on peut gérer le datura via des combinaisons chimiques et mécaniques. Voilà, puis des notes techniques, des choses comme ça. D'accord, donc c'est toute l'année en fait. Oui, c'est un peu tout le temps. J'ai une dernière question pour Nicolas. Donc, a-t-on une idée du pourcentage d'agriculteurs qui pratiquent un nettoyage des machines? Sur l'enquête, a priori, ils ressortent environ 20%, si j'ai compris. Moi, j'estime ça entre 3 et 4%. Enfin, en tout cas, sur le nettoyage que moi, je considère performant. Après, des choses plus grossières, pourquoi pas on n'a pas forcément avoir besoin de problèmes de datura pour avoir besoin de nettoyer la machine dans les conditions de récolte parfois dans lesquelles on travaille. Mais un vrai nettoyage complet, précis, avec l'objectif d'éliminer le risque de contamination de datura, c'est 3-4% seulement des utilisateurs.
Très bien. On peut entrer dans la troisième partie du colloque. Et nous allons maintenant nous intéresser aux filières. Restez, on va avoir une petite vidéo qui va passer. Donc on va avoir un reportage chez Nataïs, qui est le leader européen du popcorn, qui surveille la présence du datura sur près de 7200 hectares grâce aux drones. Regardez. Tous les nouveaux producteurs qu'on rencontre qui sont intéressés pour faire du popcorn, s'ils n'ont pas trop l'habitude de faire des productions à destination de l'alimentation humaine, on les sensibilise à la question du datura, pourquoi ça pose problème, etc. Et donc on va leur dire de ne pas faire du popcorn sur des parcelles fortement infestées par du datura. Et les producteurs donc, qui sont dans le réseau depuis plusieurs années, si on remarque que chez eux il y a de plus en plus de datura, que la problématique monte en puissance, dans ce cas-là, on va les accompagner plus spécifiquement en leur proposant des stratégies de désherbage. Les problèmes qu'on peut avoir, c'est des relevées tardives de datura tard dans le cycle. Donc ce qu'on va proposer aux producteurs, c'est plutôt d'utiliser des produits rémanents lors du deuxième traitement herbicide pour gérer justement ces relevées tardives-là. On a des producteurs qui font des traitements assez tardifs avec des pandillards et ça montre une assez bonne efficacité sur des parcelles qui sont fortement infestées. Pour des variétés de maïs qui sont peu couvrantes comme celles que l'on propose, le mieux c'est de semer avec des écartements un peu plus resserrés. Donc aujourd'hui, on donne une prime aux producteurs qui sèment à 60 cm d'écartement. Semer à 60, c'est un levier assez simple à activer pour réduire l'enherbement. Et si on active ce genre de levier, on a moins de besoin d'utiliser des herbicides. Depuis 2 ans, on a mis en place donc une solution de télédétection sur l'ensemble des parcelles de popcorn. Donc, un peu avant la récolte, fin août, on mandate l'entreprise Téléspazio pour faire le survol de toutes les parcelles du réseau. La période à laquelle on le fait, c'est pas anodin, c'est parce que le maïs commence à devenir un peu marron, à être sénescent, alors que le datura, lui, il est bien vert. Donc c'est à cette période-là que le drone il peut mieux les détecter. Et ensuite, il y a une revue qualité qui est faite par des humains pour améliorer la précision des détections du drone. Environ 2 jours après le survol de ces parcelles, le producteur reçoit sur son smartphone une carte de ces parcelles avec des points rouges partout où du datura a été détecté. Il peut se géolocaliser sur l'application et donc aller directement sur les zones concernées pour faire l'arrachage manuel du datura. Lorsque le producteur a fini de faire l'épuration manuelle, il le notifie sur l'application. Et ensuite, systématiquement, quelqu'un de chez Nataïs, un ingénieur conseil, va passer, faire ce qu'on appelle l'agréage. Donc il va vérifier que le datura a bien été épuré, mesurer aussi l'humidité du grain et faire plusieurs autres mesures. Et voilà, ensuite, c'est une sorte de feu vert pour le producteur pour qu'il puisse commencer à récolter. Au silo, on recherche la présence de graines de datura dans la marchandise. Et dans le cas où on en trouve, là, le lot est isolé, n'est pas mélangé avec le reste. On envoie ensuite un échantillon de ce lot-là en laboratoire. Et là, on va quantifier précisément l'atropine et la scopolamine, qui sont les 2 toxines présentes dans le datura. Si on détecte au-delà de 3 microgrammes par kilo d'atropine et de scopolamine, la marchandise est déclassée en alimentation animale. Effectivement, l'objectif, c'est de suivre l'évolution des parcelles en fonction des pratiques, voir si le datura est plutôt en augmentation ou si la problématique justement est bien gérée. C'est de pouvoir garantir à nos clients le 0 datura sur le popcorn qu'on leur fournit. Eh bien voilà, nous abordons donc cette troisième partie sur les filières, comment les filières gèrent le problème datura. Nous venons de voir avec Nataïs comment les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et les drones peuvent aider. Et nous allons maintenant nous tourner vers Victoria Wake. Bonjour. Bonjour. Vous êtes représentante du groupe Eureden qui gère notamment la marque Dossi, qui parle peut-être un peu plus aux gens. Écoutez, présentez-vous, quelle est votre fonction au sein du groupe et de chez Dossi? Quelle est votre activité au quotidien? Alors, je suis responsable approvisionnement et environnement du site de Dossi Castelmoron, qui est basé dans le Lot-et-Garonne. Et effectivement, cette usine fait partie du groupe Eureden, qui est né en 2020 de la fusion entre Triskalia et le groupe Dossi. Ce groupe implique 6 pôles principaux, notamment la partie viande, la partie œufs, distribution verte, mais également la partie légumes et plats cuisinés, dont fait partie l'usine Dossi Castelmoron.
Et cette usine, elle produit à la fois des boîtes de conserve et du surgelé sur les cultures de maïs doux, haricots verts, petits pois ou encore légumes secs, que ce soit en agriculture conventionnelle ou en agriculture biologique. Ok. Alors on a vu que la problématique Datura a été aussi bien dans le maïs, les cultures céréalières que les productions légumières. Donc vous êtes confronté sur tous les plans à la problématique Datura. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, depuis quand et sur quelle zone en particulier vous êtes infesté? Alors nous, on s'intéresse... le Datura dans le sud-ouest est apparu dans les années 70, mais en réalité, les professionnels s'y intéressent depuis une petite dizaine d'années. Nous, on s'y intéresse depuis quelques années, notamment sur la problématique haricots verts, parce que c'est une culture sur laquelle le Datura va avoir tendance à pousser à peu près à la même hauteur que le pied de haricot, ou si ce n'est un tout petit peu plus. Donc c'est très difficile de les repérer visuellement. On est un petit peu moins concerné pour le maïs doux, par exemple, même si ça reste toujours présent dans les cultures. Seulement le pied est là un peu plus bas que le pied de maïs, donc il est plus facilement repérable. Pour ce qui est du petit pois, on était peu concernés jusqu'à présent, mais ça fait 2-3 ans qu'on observe une recrudescence de la présence de cette plante dans la culture, tout simplement avec le réchauffement climatique, avec des implantations avec des températures qui sont de plus en plus élevées et donc qui favorisent le développement du Datura. Alors quel est l'enjeu pour vous du Datura? Quel est le risque au fond de cette infestation? Qu'est-ce que ça vous pose comme problème? Alors, on se sent particulièrement concerné par cette problématique, d'une part vis-à-vis de la santé des consommateurs, parce qu'il y a un risque d'intoxication qui est quand même relativement important aujourd'hui. Il y a aussi le risque pour l'image de la marque, parce qu'en cas de retrait pour risque de contamination Datura, il y a une image négative qui se dégage en fait de ce retrait. Donc il y a l'impact sur les ventes négatifs, et il y a également le coût des retraits qui peut se chiffrer à plusieurs millions d'euros dans certains cas, donc c'est des coûts très conséquents. Et puis, sur un aspect pratico-pratique, il y a aussi la présence de Datura dans une parcelle de manière généralisée et importante implique un abandon de la parcelle. Donc, ça veut dire moins de matières premières pour l'usine et ça perturbe complètement le planning qui a été mis en place pour approvisionner continuellement l'usine. Alors justement, est-ce que vous avez un pourcentage d'occurrence Datura dans les parcelles légumières? C'est très variable en fonction des années. L'aspect climatique est très important à prendre en compte parce que sur des années qui sont de plus en plus fréquentes avec des printemps très pluvieux et donc un désherbage compliqué et un été très chaud, ça va être très vecteur de Datura, d'autres années beaucoup moins. Donc ça va vraiment dépendre des années, mais nous on estime qu'on abandonne entre 0 et 50 hectares de production chaque année en fonction des difficultés que l'on rencontre. Et vous avez des explications sur la progression du Datura dans les parcelles de légumes? Là, vous avez parlé du climat, mais il y a d'autres aspects? Alors, il y a d'une part, je pense, le manque de sensibilisation de chacun sur cette thématique au début. Il y a effectivement, comme on disait, le changement climatique qui est un vecteur conséquent du développement du Datura. Il y a aussi le retrait de certaines molécules chimiques qui étaient très efficaces. Je pense notamment au Flex ou au Tramat dans les années 2000 qui ont été retirés. Donc c'est un ensemble en fait, de circonstances qui ont fait que le Datura a pu se développer de manière importante. Alors qu'est-ce que vous préconisez comme mesures préventives contre le Datura? Quelles sont les stratégies que vous mettez en place? Alors sur le préventif, les techniciens avec lesquels on travaille ont un historique maintenant des parcelles. C'est très important de le faire sur plusieurs années parce que suivant le type de culture qui sera implanté, suivant les conditions climatiques de l'année, on aura un développement plus ou moins important du Datura. Donc c'est important de le faire sur plusieurs années.
Sur le préventif aussi, on va recommander de nettoyer les bords de champ pour les laisser constamment propres. Et puis sur les autres cultures aussi, pour des producteurs qui ne sont pas encore producteurs de légumes, c'est important qu'ils gardent leurs parcelles propres parce que derrière, ça va avoir un impact très conséquent sur les cultures de légumes. Donc on essaie de sensibiliser à tous les niveaux, que ce soit les producteurs ou les techniciens, en amont pour éviter l'apparition du datura. Est-ce que vos techniciens font des tours de plaine, vont vérifier la qualité des parcelles? Oui, quand ils font un historique des parcelles, ils font une vérification avant le semis. Ils ont un entretien avec les producteurs pour connaître l'historique de la parcelle et échanger avec le producteur aussi sur cette thématique pour savoir s'il est bien sensibilisé sur ce problème et s'il a conscience de l'état sanitaire de ces parcelles avant d'implanter une culture de légumes. Alors tout à l'heure, vous parliez de moins de solutions, moins de molécules herbicides, mais est-ce qu'il y a quand même des stratégies de désherbage qui sont possibles à mettre en place? Comment vous les développez? Qu'est-ce que vous proposez? Oui, comme le disait Justine précédemment, il y a toujours des herbicides qui sont efficaces sur le datura. Nous, en général, on est plutôt sur 3-4 applications suivant les légumes et suivant les années. Donc il y a toujours le traitement herbicide qui fonctionne. Maintenant, le retrait de certaines molécules chimiques qui étaient rémanentes pose évidemment problème sur la fin du stade de la culture. En curatif, on peut également préconiser dans certains cas du désherbage chimique, mais comme c'était dit précédemment, à utiliser avec précaution parce que dans certains cas, comme on disait, le binage peut favoriser au contraire la levée du datura. Donc on peut utiliser le désherbage mécanique, mais dans certains cas, et encore faut-il pouvoir aussi les pratiquer parce que il faut un sol ressuyé, il ne faut pas un sol trop sec non plus, donc ça rejoint beaucoup de conditions pour pouvoir le pratiquer. Là, donc, vous avez mis en place une stratégie de désherbage. Le moment de la récolte arrive. Quelles sont les précautions que vous prenez et quelles sont là aussi les tactiques que vous mettez en place pour pouvoir récolter sans pollution, sans infestation? En curatif, en dernière situation, si jamais le désherbage chimique n'a pas tout à fait bien fonctionné, ni le désherbage mécanique, on peut utiliser l'épuration manuelle. Par contre, ça, on va plutôt le préconiser sur des parcelles où le datura est plutôt localisé ou bien généralisé, mais en très petite quantité. On fait des visites sur les parcelles avant la récolte, que ce soit côté usine ou côté technicien OP, avec le producteur pour vérifier l'état sanitaire de la parcelle. C'est le technicien dans ce cas qui décide d'un commun accord avec le producteur si la parcelle est infestée. Que font-ils dans ce cas? Soit préconisation d'une épuration manuelle, et dans ce cas-là, on revérifie derrière si elle a bien fonctionné avant de récolter. Ou sinon, c'est abandon de la parcelle. On a aussi la solution de baliser une zone si jamais le datura est présent sur une zone localisée. Et dans ce cas-là, au moment de la récolte, on va contourner cette zone pour éviter de la récolter. Voilà. Donc il y a parfois de l'abandon de parcelles. Vous avez un pourcentage, vous savez, et est-ce que une parcelle est abandonnée une année mais peut être exploitée l'année suivante, ou est-ce qu'elle est définitivement condamnée? Alors nous, on estime entre 0 et 50 hectares suivant les années le nombre de, la superficie abandonnée. Alors ça varie évidemment en fonction des cultures. Est-ce qu'on peut récupérer une parcelle? C'est-à-dire que selon les conditions climatiques, une parcelle peut être condamnée une année et être exploitable une année suivante. Oui. Donc c'est ça en fait, suivant la culture qui va être implantée et l'année, on aura plus ou moins de datura. Donc c'est pas parce qu'il y a eu une année avec une grosse infestation de datura que l'année suivante on aura le même souci. Tout dépend évidemment aussi des stratégies qui sont mises en place. On parlait de faux semis tout à l'heure. Ça peut être une solution efficace pour diminuer la pression sur la parcelle. Donc tout dépend évidemment des techniques employées et de la culture.
Quel contrôle vous effectuez? Est-ce qu'il y a des contrôles qui sont effectués avant l'arrivée en usine? Et est-ce qu'il est possible de trier les graines? Alors, avant que la marchandise n'arrive à l'usine, on demande un nettoyage des machines. On en parlait tout à l'heure en début de campagne. On ne demande pas un nettoyage systématique entre deux parcelles parce que ça demanderait beaucoup trop de temps. Par contre, il y a une vérification aussi systématique des bennes avant de les remplir. Si la benne est jugée sale, on exige au moins un balayage, si ce n'est un nettoyage suivant le degré de saleté de la benne. Une fois arrivé à l'usine, on réalise un agréage systématique sur chaque benne qui arrive. Et il faut une validation de l'agréage pour que la matière première puisse intégrer l'usine. Ça, c'est très important. L'agréage consiste à faire une estimation visuelle de l'état sanitaire de la benne entière et également prélever un échantillon pour faire un agréage visuel sur cet échantillon. Si on retrouve des tiges, des feuilles, des bogues, des graines de datura, dans ce cas-là, c'est un refus de la benne. Et ensuite, si on n'a pas retrouvé de pieds de datura ou quoi que ce soit, enfin n'importe quelle partie de datura dans la benne, dans ce cas-là, on a validation et on peut le passer à l'usine. Est-ce que ça vous arrive de faire des contrôles en laboratoire pour vérifier s'il y a effectivement une molécule qui a pu polluer, même si visuellement ça semble bien Alors, en principe, nous, on se base sur l'agréage visuel exclusivement. Maintenant, on connaît également aussi l'état sanitaire de la parcelle avant qu'elle ne soit récoltée. Donc, plutôt que de faire des analyses en laboratoire, on préfère supprimer le risque avant. Donc, c'est-à-dire soit abandonner la parcelle si on estime que le risque est trop élevé, soit vérifier la marchandise une fois qu'elle arrive à l'usine et qu'on a estimé que l'épuration manuelle a été efficace. Très bien. On a vu dans le reportage tout à l'heure avec Nathaïs une solution de contrôle par drone. C'est des solutions que vous imaginez développer, utiliser, vous, dans vos parcelles? Alors, comme on a dit tout à l'heure, les systèmes par drone ont été développés notamment sur le maïs. Sur le haricot, on commence à travailler dessus. Maintenant, ça reste plus compliqué à détecter que sur les parcelles de maïs. Alors, on parlait du maïs popcorn tout à l'heure. La plante est au stade de sénescence quand ils font les détections. Donc, la plante le datura est bien vert à côté. Dans le cas du haricot, par exemple, les deux plants sont verts. Donc, c'est beaucoup plus compliqué à détecter. On parlait de pandillard aussi tout à l'heure. Des plantes hautes, effectivement, ça peut être efficace. Par exemple, dans le cas du haricot vert, c'est très compliqué à utiliser, voire impossible à utiliser, dans le sens où les pandillards n'arrivent pas à atteindre le pied de haricot pour pouvoir passer correctement le désherbage. Pour passer entre les trous. C'est ça. Okay. Vous produisez du bio et du conventionnel. Est-ce qu'il y a une approche différente dans la gestion du datura, que ce soit en bio ou en conventionnel dans les productions? On a les mêmes règles que ce soit en conventionnel ou en agriculture biologique, puisque le risque est le même. Donc, dès qu'on détecte des pieds, en tout cas à l'agréage à l'usine, que ce soit en agriculture biologique ou en agriculture conventionnelle, on refuse si on trouve des pieds. Très bien. Je crois qu'il va être temps de s'intéresser aux questions publiques. Est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées? Ah, nous avons un nouvel interlocuteur. Vas-y, Olivier. Donc, oui, voilà, on va peut-être vous présenter. Vous êtes Olivier Favron et vous représentez l'Unilet. C'est ça, très bien. Je suis ingénieur régional Sud-Ouest. Très bien. Donc, je voulais vous poser une petite question. On a vu tout à l'heure l'enquête d'Arvalis qui était plus orientée grande culture. C'était pour avoir un peu une idée, vu que Reden travaille sur le territoire national. Est-ce qu'il y a vraiment, par rapport à votre retour d'expérience, des différences entre régions dans la catégorie légumes, en fait? Oui, alors le groupe Reden, à l'origine, est une coopérative bretonne. Donc, la plupart de nos usines sont basées en Bretagne. La problématique est moins importante en Bretagne que dans le sud-ouest.
Alors il y a une enquête d'ailleurs de l'Unilet qui a révélé qu'ils estiment qu'à peu près 100% des parcelles dans le sud-ouest sont concernées par le datura aujourd'hui. En Bretagne et dans le nord, on est plutôt dans l'ordre de 20 à 30%. Mais ça continue de progresser petit à petit. Donc clairement, nous, à l'usine, les procédures qu'on a en place, le sud-ouest a été précurseur sur cette problématique. Mais aujourd'hui, la Bretagne et la région centre également, où on a une usine, ont les mêmes procédures que dans le sud-ouest à ce sujet. Pour revenir aussi sur la partie sud-ouest, le datura reste vraiment une grosse problématique de par les chiffres qui sont révélés. Entre 2017 et 2019, il y a 130 hectares qui ont été abandonnés, estimés à cause du datura sur le haricot vert. Et il y a à peu près 5% des surfaces qui ont perdu qualitativement ou quantitativement de par des contaminations au datura. Et est-ce qu'en termes de technicité, est-ce qu'on peut jouer par exemple sur les entrerangs pour essayer ou réduire les entrerangs pour avoir plus de compétition, mieux couvrir le sol? Est-ce que c'est quelque chose qui est travaillé ou qui serait envisageable? Alors, on en parle souvent dans le cas du maïs. Alors, nous, sur le maïs doux, l'avantage qu'on a, c'est que l'épi est protégé par les spats, donc on a moins de risques de contamination, donc on a moins travaillé sur cette problématique-là sur le maïs doux. Sur le haricot, le seul moment où on va jouer sur les écartements, ça va être plutôt pour des notions de précocité du légume. Par contre, sur le petit pois, il y a des travaux qui sont réalisés là-dessus, effectivement. Mais indirectement, ça va jouer sur l'enherbement dans le sens où l'idée de réduire l'écartement va permettre en fait d'avoir une meilleure densité, une meilleure répartition des plants de pois sur la parcelle et donc forcément avoir moins d'espace vide qui favorise le développement notamment du datura. Ok. Donc voilà, moi je voulais juste préciser, du coup c'est vrai qu'en culture des légumes, tout le monde n'est pas forcément spécialiste, mais c'est des cultures qui vont durer juste 2 à 3 mois. Et du coup, il faut être très rapide. Et voilà, le facteur clé, c'est vraiment l'observation, que ce soit fait par l'agriculteur, le conseiller ou avec des outils de type drone. Mais l'objectif, ça va être vraiment de pouvoir intervenir le plus tôt possible. Voilà, quand on parlait de reconnaissance, pour l'instant, c'est des outils de reconnaissance qui sont assez tardifs, juste avant la récolte. Les travaux qui sont menés au sein de l'Unilet et avec aussi les différents partenaires qu'on a, c'est de pouvoir intervenir le plus tôt possible, de la façon la plus précoce possible, et c'est pas facile parce que voilà, on va avoir une plante verte au milieu d'une culture verte qui va être dessous souvent, donc voilà, il y a du travail là-dessus, mais c'est pour l'instant de la mise au point du développement. Très bien, merci beaucoup Olivier. Je crois qu'on a de nouvelles questions publiques qui vont être proposées par Sylvie et Clémence qui vont nous rejoindre sur scène. Alors on est un petit peu en avance, on a encore un peu de temps sur les 2 heures. Mais l'ensemble des invités nous rejoindront ensuite pour un mot de conclusion. Donc Sylvie, je te laisse prendre la parole pour les questions publiques. C'est Clémence qui me les pose en fait. C'est Clémence qui te les pose. Alors, il y a énormément de questions, donc ce qui est plutôt positif, ça veut dire que le sujet intéresse. Donc, ce qu'on va faire, c'est continuer, allez-y, à alimenter les questions, à poser des questions sur le chat, et je vais essayer de transmettre en temps réel donc, à Sylvie. Peut-être que Sylvie, tu peux refaire un point. Il y a énormément de questions sur la biologie du datura. Est-ce qu'il faut exporter le datura? Qu'est-ce qu'on fait des daturas que l'on a exporté, voilà, faire un point vraiment sur la plante, s'il te plaît. Oui, donc effectivement, on a quand même, vous avez vu déjà pas mal de choses sur cette plante dont on vous a recommandé effectivement d'exporter à la fois la plante, mais aussi les graines. Du fait de leur longue durée de vie, on a répondu à une question à un moment sur le taux annuel de décroissance des graines. Effectivement, il fait partie des taux annuels de décroissance quasiment les plus faibles. Donc, c'est des graines qui ont une durée de vie très grande et qui n'est pas, comme l'a évoqué Justine tout à l'heure, qui n'est pas forcément liée à sa profondeur d'enfouissement. Donc, ce qui explique aussi pourquoi ça peut lever de très profond. Donc, l'enfouissement n'est pas une solution sur les graines de datura.
Après, beaucoup de remarques aussi, à laquelle je n'ai pas forcément toutes les réponses, hein, mais je pense qu'on a aussi des choses à l'avenir qui pourront peut-être nous simplifier la vie par rapport à ça. C'est-à-dire que, certes, on vous a recommandé d'exporter les plantes, d'exporter les graines. Nati Primanko vous a fait remarquer que c'est plutôt déconseillé de les brûler. Donc, si on ne les brûle pas, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, l'idée serait peut-être de les poser sur une aire bétonnée. Après, il reste les décharges contrôlées avec le coût que ça implique. On a eu des questions en parallèle avec ça sur l'aspect méthanisation, qui pourrait être une solution vertueuse de valorisation de ces déchets. À ce jour, cela dit, après, on utilisait Digesta, donc ça fait partie aussi des questions auxquelles aujourd'hui on n'a pas forcément la réponse. Il y a deux questions par rapport au fait d'apporter des datura dans un méthaniseur. La première, est-ce que ça peut avoir une influence sur la microflore du méthaniseur? C'est une question. La deuxième question, c'est est-ce que la température, la microflore, la durée pendant laquelle ces graines vont être exposées à des températures significatives va suffire à les rendre inactives derrière lorsqu'on va valoriser le digesta? Parce que c'est vrai que ça serait quand même dommage de réinfester des parcelles avec du digesta contenant des graines de datura. Donc clairement, à ce sujet-là, aujourd'hui, on n'a pas forcément les réponses. Ça fait partie des choses qui nous préoccupent et pour lesquelles on souhaite mener des expérimentations à partir du moment où toute la partie méthaniseur pilote que nous sommes en train de construire à Montardon sera en état de marche. Ça fera partie des études qui rentrent dans notre plan d'action Natura au niveau de la structure. Sylvie, est-ce que tu peux rappeler donc, les conseils que l'on donne en termes de stratégie herbicide pour les maïsiculteurs, que ce soit sur du conso, sur du semence ou sur du maïs doux? Donc l'idée quand même sur le datura, je vous rappelle qu'on est sur une plante à levée tardive et échelonnée. Donc quand on est sur une parcelle qui est quand même avec un degré d'infestation connu depuis plusieurs années, et recommandé de positionner déjà un désherbage de prélevé avec une molécule telle que la mésotrione pour permettre de gérer et de regrouper les nouvelles levées. Donc c'est déjà d'avoir un désherbage de prélevé complet et visant aussi les dicotes dont le datura. Et ensuite de suivre les nouvelles levées au fur et à mesure. Alors comme l'a rappelé Clémence tout à l'heure, il faut traiter sur des plantes assez jeunes, à 2-4 feuilles. Donc là, je ne vais pas faire la liste de toutes les possibilités chimiques qui sont possibles, hein, puisque en fait, comme vous le savez, c'est pas la matière active, le choix de matière active qui nous pose problème, c'est plutôt la problématique de contrôler les levées au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc ça peut être un produit très simple comme la bentazone, ça peut être de la mésotrione, ça peut être de la tambotrione, il y a l'embarras du choix. Justine les a cités également. Et ensuite, de surveiller les nouvelles levées. Alors, on peut aussi envisager un binage, alors à des stades jeunes également, hein, pour éviter que les plantes se repiquent. On a eu une question à un moment, j'en profite pour rebondir là-dessus, sur le fait que l'on enfouissait souvent, surtout dans certaines régions, l'azote en maïs, donc avec un passage de poutre, donc qui a pour effet de bouger le sol et donc potentiellement de créer de nouvelles levées. Dans ces cas-là, on recommande de plutôt passer un désherbage, qu'il soit chimique ou mécanique, dans ce cas-là souvent chimique, parce que ce qu'on va rechercher, c'est de la persistance aussi d'action après le passage d'enfouissement de l'azote et pas avant, ce qui permet derrière de créer un film et donc de limiter les levées. Et si on est vraiment dans une situation, alors peut-être que ça peut être aussi plutôt en maïs semence, dont l'inconvénient majeur est de ne pas couvrir le sol, on peut envisager aussi des passages avec des pendillards, même si aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de la législation, comme ça a été aussi signalé dans le chat, qui est tout à fait juste, le choix des matières actives a tendance à diminuer fortement. Très bien. Sylvie, est-ce qu'on a des résultats sur l'effet de la couverture permanente des sols sur le datura?
Pas à ma connaissance, a priori, à partir du moment où on a un couvert permanent qui va couvrir le sol, on peut quand même penser que ça peut limiter les levées de datura, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'études précises là-dessus. Non, effectivement. Il y a des questions et des remarques sur la partie détection donc, du datura par drone notamment. Et il y a des services effectivement qui sont développés. Est-ce que tu peux nous dire deux mots peut-être sur les essais détection précoce que nous avons mis en place cette année ? Alors effectivement, vous avez vu dans la vidéo sur Nathaïs que là, on était sur une situation de détection à 3 semaines avant récolte à peu près. Donc on détecte du vert dans du jaune. Donc depuis 2 ans, au niveau d'Arvalis, au niveau maïs doux et maïs semence, on teste une détection plus précoce qui nous permettrait derrière d'avoir une intervention, qu'elle soit essentiellement herbicide, mais pourquoi pas mécanique aussi, mais plutôt herbicide. En tout cas, déjà d'avoir l'idée de niveau de l'infestation de la parcelle et le positionnement des datura. Donc, on a, avec Clémence, fait des vérifications du positionnement des datura dans ces parcelles suite au passage du drone et donc de la carte qui a été générée par ce passage de drone. Globalement, on est quand même sur des choses qui sont assez intéressantes, c'est-à-dire qu'on détecte bien les datura. En termes de positionnement par rapport au fait d'envisager un traitement avec une rampe, c'est-à-dire d'aller au bout de la démarche, c'est-à-dire qu'en fait de traiter que là où il y a le datura, donc d'envisager un traitement avec des fermetures de tronçons par exemple, on est dans quelque chose qui est encore à l'étude. Il y a toujours pareil, hein, la problématique avec un drone, c'est que si le vol n'est pas tout à fait parallèle à la parcelle, dit autrement, si les parcelles sont en pente, on peut avoir des décalages qui peuvent être quand même significatifs. Donc ça fait partie des choses qui progressent, mais pour nous, c'est aussi une façon de lutter sur des adventices comme le datura qui sera à développer à l'avenir. Il y a une question, Sylvie, qui est fort intéressante. Le datura est-il un répulsif pour les sangliers ? Je pense pas, parce qu'on trouve, on trouve régulièrement des passages de sangliers dans les passages d'enrouleurs, donc des traces de pattes de sangliers dans les passages d'enrouleurs, où on peut aussi retrouver les datura relativement bien développés, et puis même si on change d'échelle, dans les passages de route pivot, on a souvent des petits datura qui poussent et des traces de pattes de sanglier aussi, donc à mon avis, ils s'en fichent un peu. Nous avons également beaucoup de questions pour la gestion du datura en tournesol. C'est une bonne question, mais disons que ça ne fait pas partie des plantes dont on s'occupe directement. Et en tournesol, il faut être vraiment vigilant sur le positionnement de produits prélevés, éventuellement faire appel à des tournesols spécifiques. Mais là, je conseille à la personne de contacter directement Terra Innovia. Donc une personne confirme effectivement que les sangliers a priori n'ont aucun problème avec le datura. C'est dommage parce que ça aurait été une bonne valorisation des tas qu'on sortait des parcelles si on pouvait les mettre au bord et empêcher les sangliers de rentrer, mais c'est pas le cas. De questions par rapport à ça. Y a-t-il une réglementation au niveau de ce qu'on doit faire des graines de datura qui sont retirées des lots contaminés ? Au niveau des collecteurs ? Oui, que doit-on faire de ces graines ? Logiquement, ils devraient les faire passer par des déchetteries homologuées. Très bien. En général, ça finit incinéré dans ce type de déchetterie. Donc, Fanny de Terra Innovia répond en direct dans le chat que sur tournesol, donc en prélevé, donc le racer a priori aurait une efficacité. N'hésite pas à compléter, Fanny. Je vois que tu complètes. Donc pour les tournesols tolérants, donc on a les herbicides donc Pulsar, Passat Plus, Dave et Express SX qui sont très efficaces. Donc tout ça est en post levé.
Voilà. Est-ce que si on prend un peu de hauteur, Sylvie, tu peux répondre à la question qui est de est-ce qu'on essaie de pousser cette problématique du datura, des alcaloïdes, donc, qui peuvent être aussi liés à d'autres problématiques, notamment l'ergot, auprès des pouvoirs publics pour essayer de faire bouger les choses? Ça fait partie des choses, effectivement, des préoccupations. En tout cas, c'est bien que tu parles de l'ergot aussi, parce qu'on même si on est sur une problématique un peu différente, on est quand même sur des molécules très toxiques. Il y avait une remarque d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, dans le chat, il y a eu également une question sur les obligations en zone non agricole. Et en fait, ça peut aussi faire partie des choses qui peuvent évoluer, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation spécifique en zone non agricole, qu'on soit en ville, qu'on soit en bordure de chemin, d'arracher du datura. En fonction des territoires, la législation est, à partir du moment où il y a un arrêté préfectoral, la législation est beaucoup plus, en théorie, contraignante sur une plante comme l'ambroisie, par exemple. Dernière question du chat, Jean-Marc. Pour là aussi essayer de prendre un peu plus de hauteur, quid du problème datura dans les autres pays européens? Ça existe aussi, hein, ils en ont aussi. Après, on est, comme l'a évoqué Marc Delos dans l'introduction, hein, pour reboucler en fait avec cette première vidéo. Tous les pays aujourd'hui n'ont pas les mêmes désherbants disponibles, et c'est vrai que à partir du moment où on a des choses un peu plus rémanentes qui persistent dans le catalogue, ça permet de gérer un peu mieux cette plante. Bien, il va être temps de conclure. Sylvie, restez là. Victoria, restez là. Je vais appeler les différents intervenants à me rejoindre sur scène pour un petit mot de conclusion. Aude, merci. Rapprochez-vous plutôt un petit peu au centre. Justine, par là. Olivier, vous êtes toujours équipé d'un micro. Je pense que ça peut être bien si vous venez nous donner une dernière information. On va faire dans l'ordre de présence sur un dernier petit mot, une dernière petite... et puis vous passez le micro comme ça ensuite à vos camarades. Une phrase, quelque chose à retenir, un mot-clé pour conclure. Qu'est-ce que vous souhaitez que les gens retiennent? Je pense que globalement, mieux vaut prévenir que guérir, hein, avec le datura. Voilà. Je dirais bien se former sur les bonnes pratiques de récolte et être audacieux sur le nettoyage à l'eau. Oser. Oser, être audacieux, absolument. Le datura, c'est aussi très toxique pour les animaux, donc il ne faudrait pas que les lots contaminés et inutilisables chez l'homme passent en alimentation animale. Nous surveillerons. Donc je vais être un peu plus longue. Donc on voit bien que c'est un enjeu sanitaire important pour toutes les filières, et moi je trouve qu'on a montré ce matin qu'il est bien intégré par tous, hein, du producteur à l'aval. Et donc pour Arvalis, l'enquête, ce colloque, c'est le point de départ pour un plan d'action. Donc on souhaite mieux structurer notre programme de R&D autour de cette problématique. Très bien. Victoria ? Moi, je rajouterais qu'effectivement, tous les maillons de la chaîne sont engagés maintenant sur cette problématique, mais c'est très important d'agir dès le démarrage, c'est-à-dire au champ, pour que l'on puisse éviter les intoxications dans les produits alimentaires. Vraie sensibilisation. Un petit mot, Sylvie ? Ça fait 20 ans qu'on évoque le datura dans nos réunions techniques, en tout cas en région sud. On est arrivé aujourd'hui à une situation qui a motivé la réalisation de ce live aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on se prenne tous la main pour que les choses s'arrangent. Très bien. Puis un dernier mot par Olivier, partenaire. Voilà. Donc, je vous rappelle que vous êtes partenaire et co-organisateur avec Arvalis de cet événement. Non, mais moi je remercie Arvalis, pour avoir lancé quand même l'idée de ce colloque, et puis d'avoir lancé une main pour qu'on organise ça. C'est vrai qu'on voit qu'on est tous concernés, quelle que soit la filière, que ce soit des grandes cultures, des légumes, de l'alimentation animale ou humaine. Et on est face à un gros dilemme, un gros challenge pour réussir à baisser l'utilisation de produits phytosanitaires, mais garder quand même un respect sanitaire très strict sur la qualité de nos cultures. Et on a besoin de travailler tous ensemble là-dessus à différents échelons pour réussir à avancer.
Merci beaucoup Olivier. Je vous rappelle que vous allez avoir un lien pour répondre à une enquête de satisfaction, donc n'hésitez pas à commenter, valider, donner votre avis sur ce qui s'est déroulé pendant 2 heures. Il y a près de 200 connexions, 200 personnes qui ont choisi de suivre ce colloque en direct, donc merci. Surtout que c'est des gens qui étaient en France, mais également en Europe, en Espagne, je crois en Belgique, donc c'est un vrai succès international. Nous allons maintenant vous laisser, vous pouvez peut-être rester connecté encore quelques instants pendant le temps du générique et ne pas oublier de vérifier vos mails pour recevoir dans quelques jours le lien qui vous permettra de revoir tout le colloque et un lien qui vous permettra également de télécharger de nombreuses documentations techniques. À très vite, merci de votre attention, au revoir.